Pensée du jour numéro 235. Est-ce que les adaptations mitochondriales de la zone 2 sont vraiment spéciales? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre les adaptations mitochondriales en zone 2 par rapport aux autres zones d'entraînement? C'est le sujet de la pensée du jour. Pour ceux qui me suivent d'assez près, je passe un petit peu plus de temps récemment sur Twitter, plateforme qui n'est pas nécessairement ma plateforme préférée, mais il s'avère que si tu suis les bonnes personnes, c'est vraiment une mine d'or. Il y a pas mal de physiologistes, de scientifiques du sport, de chercheurs, d'éducateurs, euh, plein de coachs, d'athlètes, plein de personnes avec énormément de connaissances qui sont très bavardes et très ouvertes à partager ce qu'ils savent. Et donc, si tu passes un petit peu de temps et que tu poses les bonnes questions ou que tu suis les bonnes personnes, et ben voilà, tu trouves des informations vraiment extrêmement intéressantes, toujours bien, toujours bien amenées, euh, avec très très peu d'agressivité, contrairement à la majorité de l'internet en général, et toujours avec des raisonnements intéressants derrière et souvent des ressources ou des références scientifiques. Donc, si tu n'es pas encore sur Twitter et que tu aimes ce genre de conversation, je t'y invite. Tu peux venir me suivre et puis suivre un petit peu tout ce que je partage et ce que je suis là-bas. Mais quoi qu'il arrive, c'est un des sujets qui ressort récemment, c'est est-ce que les adaptations en zone 2 sont vraiment différentes de ce qu'on peut trouver à d'autres intensités. Il y a notamment, bien sûr, des études qui nous montrent que le travail de haute intensité produit des adaptations similaires, voire supérieures à la zone 2. Il y a également des études qui montrent que le travail supramaximal, type Wingate, donc tu mets le pied au plancher pendant 10 à 30 secondes, tu accumules 60 à 90 secondes de travail par séance, tu fais ça 2 à 3 fois par semaine, sur plusieurs semaines, et si pour une quantité de travail équivalente, donc le travail étant calculé ou exprimé en joules ou en kilojoules. Et pour ça, tu prends les watts et tu les multiplies par les secondes. Donc par exemple, si tu as tenu sur 30 secondes 800 watts, tu vas faire 800 fois 30 et ça va te donner en joules ta quantité de travail. Donc dans ce cas-là, 2400 joules ou 2,4 kilojoules. Et si tu prends cette quantité de travail et que tu la répartis mais à une intensité plus basse, donc par exemple à 100 watts, eh ben, tu vas pouvoir comparer les adaptations par rapport à une quantité de travail donnée. D'accord. Et donc, il semblerait que ce travail de haute intensité euh, offre des adaptations et des changements plus importants au niveau mitochondrial, euh, au moins similaires, si ce n'est plus important, que du travail de basse intensité type zone 2. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai pas la réponse nécessairement, mais c'est une des questions qui tourne un petit peu ces temps sur Twitter, des gens qui demandent des références scientifiques en disant mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de spécial avec cette zone 2? Quelles sont les adaptations qui sont différentes? Pourquoi est-ce qu'on en parle tellement? Et avant tout d'en parler, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si tu regardes, peu importe vraiment le sport, en tout cas pour la majorité des sports d'endurance, les résultats vont être hautement corrélés au volume d'entraînement effectué en dessous du premier seuil, donc dans cette zone, zone 1, zone 2, ou dans le domaine d'intensité modérée. Si tu n'es pas sûr ce que c'est un domaine d'intensité ou une zone, va voir la formation que j'ai mise en ligne récemment sur le sujet, comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, disponible sur upsidestrengthacademy.com. Et donc voilà, on sait que la quantité de travail à cette basse intensité est hautement corrélée aux résultats sportifs dans les sports d'endurance, peu importe ta discipline. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent sur cette zone 2? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de magique? Est-ce que ces adaptations sont vraiment différentes? euh, à mon avis, le raisonnement, pour répondre à cette question, il faut rajouter un paramètre. Et c'est pas nécessairement juste se demander quelle est l'intensité pour avoir les meilleures adaptations. C'est se dire que le travail va produire des adaptations. Alors c'est clair que sur certains paramètres, tu vas être obligé d'être à ces intensités qui sont basses, en dessous du premier seuil, seuil du lactate 1 ou en dessous du premier seuil ventilatoire 1. Pourquoi? Parce que tu as une quantité de lactate qui est basse, qui est équivalente ou proche des valeurs de repos.
ce qui veut dire que tu vas avoir une oxydation préférentielle des graisses un petit peu plus importante, alors que si tu as déjà accumulé un petit peu de lactate dans le sang, eh ben, le lactate étant une molécule de signalisation, elle va dire à ton corps arrête d'utiliser des graisses. D'accord? Et quand tu veux être efficient au niveau métabolique, quand tu veux être flexible au niveau métabolique, c'est-à-dire pouvoir switcher, si tu veux bien, entre la basse intensité et la haute intensité et rapidement revenir sur, sur une dynamique ou sur un état de récupération, que ce soit pendant une compétition ou entre tes entraînements, etc., eh ben, tu veux avoir cette haute efficience métabolique et c'est important au niveau énergétique aussi. Plus le sport est long et plus ça va être important. Mais à mon avis, c'est aussi important pour les sports plus courts qui nécessitent des volumes d'entraînement conséquents. Cette basse intensité va servir de base de soutien pour la haute intensité. Mais je digresse. Donc, pour revenir à la question initiale, les adaptations en zone 2, est-ce qu'elles sont vraiment différentes des adaptations dans les autres zones? Au-delà de cet aspect métabolique où on a vraiment cette prépondérance d'oxydation des graisses, si on a une intensité qui est assez basse, et encore une fois, c'est important de la respecter, et la grande majorité des athlètes que j'ai la chance de tester, eh ben, ils s'entraînent un petit peu trop fort. Donc, réduis ton intensité, keep your lows low and your highs high, comme disait Charlie Francis, garde tes entraînements de basse intensité vraiment à basse intensité et garde tes entraînements de haute intensité vraiment à haute intensité, sinon tu te retrouves à faire du 70% tout le temps et au final, tu n'avances pas. Donc, voilà, réduis ta basse intensité, augmente ta haute intensité, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et donc, je pense que pour revenir à la question de départ, une des choses auxquelles, et ce n'est pas nécessairement la réponse complète parce que j'en ai pas, mais une chose à laquelle il faut penser, c'est le coût, en fait, de chaque intensité de travail par rapport aux adaptations qu'elle nous donne. D'accord? Et c'est vrai que, eh ben, dès le moment où tu dépasses ton premier seuil, comme j'ai dit avant, premier seuil du lactate, premier seuil ventilatoire, dès le moment où tu dépasses ton premier seuil, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une baisse de la disponibilité de l'oxygène au niveau musculaire. On va avoir une augmentation des concentrations de lactate dans le sang. On va avoir une augmentation de production d'hormones de stress, d'accord, adrénaline, noradrénaline et autres. On va avoir une dominante parasympathique, ou en tout cas on va perdre la dominante, pardon, on va perdre la dominante parasympathique et avoir une dominante qui tend vers le sympathique. Et tout ça fait que, en fait, dès le moment où tu dépasses ton premier seuil, le travail que tu effectues, il a un coût supplémentaire au niveau de la fatigue métabolique et nerveuse. D'accord? Donc, c'est un coût supplémentaire. Et donc, l'avantage de la zone 2 par rapport aux autres, zone 1, zone 2, hein, on s'entend bien, parce que plus, en gros, pour faire simple, plus ton niveau est élevé, plus ta zone 2 va vraiment être de la zone 1, parce qu'au final, pour quelqu'un qui a un seuil du lactate 1 à 350 watts, et ben juste parce qu'il est en dessous de son premier seuil, juste parce qu'il est à 320 watts, ça ne veut pas dire que c'est facile. 320 watts, c'est 320 watts, et si tu sais ce que ça représente, et ben même si tu es très en forme, tu n'as pas envie de faire des heures à 320 watts, donc peut-être que faire du travail à 250, 260 watts pendant des heures et des heures, c'est peut-être plus pertinent, encore une fois, d'un point de vue de fatigue. Ok? Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es sous ton premier seuil que tu n'as pas de fatigue, mais c'est une fatigue qui est différente de la fatigue que tu vas accumuler en dessus. Et encore une fois, plus tu as un niveau élevé, plus ces valeurs absolues sont élevées et plus la fatigue engendrée est conséquente. Donc plus tu es en forme, plus ta basse intensité va être basse, en fait, par rapport à ce premier seuil. Mais voilà, ce travail de zone 2, eh ben, il a un coût énergétique et nerveux bien inférieur, qui est bien inférieur, euh, qui est bien inférieur à tous les entraînements que tu peux faire à plus haute intensité. Donc même si le travail de zone 5, zone 6, zone 7 potentiellement donne des adaptations qui sont plus importantes pour une charge de travail équivalente, eh ben, le fait est que tu pourras jamais faire autant de travail à haute intensité que ce que tu peux accumuler à basse intensité. Et donc au final, l'investissement par rapport au coût et par rapport aux adaptations, tu vas toujours être gagnant, ou en tout cas tu vas atteindre ta limite de volume tolérable beaucoup plus vite avec la haute intensité que ce que tu ne feras avec la basse intensité. D'où, à mon avis, la pertinence de cette basse intensité et le fait que, on voit que c'est un aspect, un facteur
récurrent dans tous les programmes des meilleurs athlètes dans tous les sports d'endurance, c'est le volume d'entraînement en dessous de ce premier seuil, que ce soit de la zone 2, que ce soit de la zone 1, ce volume à basse intensité qui a une charge nerveuse et une charge métabolique relative qui est basse, qui n'est pas nulle, mais qui est basse, qui est très basse par rapport à tout type de travail qui peut être effectué en dessus de ce premier seuil. Donc c'est à ça qu'il faut penser à mon avis, c'est le coût énergétique, le coût nerveux, le coût au niveau de la fatigue qu'engendrent ces efforts de plus haute intensité et se dire que si on reste à basse intensité, on va simplement engendrer moins de fatigue, donc on peut en accumuler plus et donc avoir certainement plus d'adaptation avec ce genre de travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la haute intensité, bien sûr, je suis le premier à le dire, il faut faire du travail de haute intensité, mais il faut le faire de manière intelligente, il faut le faire de manière ciblée et il faut le faire sur une base de zone 1, zone 2, de travail de basse intensité qui va servir de socle, qui va servir de résistance à la fatigue, qui va servir de capaciteur, si tu veux, de capacité, c'est la taille de ton réservoir, c'est pas la taille de ton moteur, c'est la taille de ton réservoir pour que tu puisses simplement continuer et perdurer dans le temps. Voilà, c'est tout pour cette petite pensée du jour. Laisse-moi ton commentaire sous cette vidéo, comme d'habitude, toujours content de t'entendre, de te lire et d'échanger avec toi. Donc, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne et à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.